Bien, bonjour à toutes et à tous. On est ravis d'être avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la métaphore ce matin d'Hugo et le voyage qu'il vous a proposé en voilier, puisqu'on va rester dans la même thématique et on vous amène avec nous dans l'aventure du navire Eldo. Puis on nous a dit de nous lâcher pour que la presse soit mémorable, donc vous nous direz à la fin si ça valait le coup de porter la casquette ou pas. Du coup, on va vous raconter l'histoire de cet équipage et de ce bateau qui a vécu pas mal de tempêtes et comment on a réussi à surmonter tout ça. Et plus précisément, on a 25 minutes ensemble pour vous expliquer comment on a dû revoir toute notre stratégie de boîte, notre stratégie de rétention, alors qu'on était dans un contexte où on a dû réduire les effectifs par deux et augmenter notre performance. Voilà, donc on est deux à parler aujourd'hui. Vous aurez les deux points de vue, à la fois cofondateur et à la fois CSM. Donc moi c'est Hugo, je suis cofondateur et CEO d'Eldo depuis 10 ans. Je suis autant passionné par l'humain que par la performance. Je gère les équipes Ops, Finance, RH et Customer Care. Donc on peut dire que je suis multicasquette. Et je suis passionné par créer des systèmes qui sont durables, passionné par l'innovation, faire des produits innovants et révolutionner le secteur. Et tout ça en s'éclatant sur la route avec des équipes de choc. Et j'ai un associé, Jean-Bernard, qui est mon frère aussi, et qui, lui, va plutôt gérer la partie produit, business et rétention. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Vous êtes nombreux, merci d'avoir sélectionné notre talk. Alors moi je suis Virginie Diallo, je suis CSM chez Eldo depuis bientôt 3 ans. J'accompagne 300 comptes pour un ARR de 450K. À côté de ça, je suis aussi la cofondatrice du Toulouse CS Connect, qui est une communauté de passionnés du succès client à Toulouse. Alors moi, j'ai diverses expériences dans le SaaS B2B, aussi la prestation de services. Mais ce qui fait le lien, le fil conducteur entre toutes ces expériences, c'est cette envie de créer des moments mémorables à mes clients avec un accompagnement sur mesure, aux petits oignons, pour que finalement, cet accompagnement, il soit fiable, performant et humain. Et finalement, voilà, quand je viens au bureau tous les matins, mon objectif, c'est que le client, il devienne notre meilleur ambassadeur. Alors pour planter le décor, on va rapidement vous expliquer la société. Donc Eldo a pour mission de créer des outils pour accélérer la rénovation durable de l'habitat. On est une solution SaaS. On a 120 clients industriels dans le BTP, comme Somfy ou Deltador. Et on accompagne aussi leurs 30 000 entreprises utilisatrices partout dans le monde. Donc une solution de marketing qui a plutôt vocation à les aider à être plus visibles, à gérer leur e-réputation, et une solution de CRM agentisée pour optimiser toute la relation client et les aider dans le pilotage commercial et marketing. On a 2000 clients qu'on va suivre en direct. On a historiquement une équipe CAM qui va gérer plutôt la partie industrielle et une équipe CSM qui gérait la partie PME. On a réalisé une série A en 2023 qui nous a permis d'acquérir un logiciel, un CRM qui était leader sur le marché. Et aujourd'hui, Eldo, c'est 3 millions d'ARR pour 30 personnes. Alors 2025, c'est l'année où tout a failli s'arrêter pour nous. On a fait face à une crise et une forte tempête qui a failli coûter la boîte. On a failli couler pour 3 raisons principales, économiques, financières et humaines. Économique, le marché s'est complètement retourné. Le BTP s'est un peu écroulé au moment du Covid. Beaucoup moins de chantiers, beaucoup d'entreprises du BTP qui ont mis la clé sous la porte. Et nous, notre produit historique de e-réputation, il répondait plus du tout à ce besoin d'un marché qui était en crise. Et pourtant, ça pesait 75% de notre revenu. Deuxième élément, on avait fait une super série A, on était très heureux, on visait la série B. Le marché financier s'est lui aussi retourné. On avait énormément recruté et on n'était pas assez performant. Donc, trop de monde et pas assez de performance. La série B était plus atteignable. Donc là, on a dû viser la rentabilité. On a dû faire 2 choses, c'est rentrer en procédure de sauvegarde, pas le plus marrant, mais ça nous a permis de renégocier notre dette bancaire qu'on n'était plus en capacité de payer, et on a réduit les effectifs par 2 en 18 mois. Troisième élément, qui est l'impact du deuxième, il y a eu des personnes clés de la société qui ont quitté la boîte, donc des départs involontaires, qui portaient beaucoup pourtant, qui portaient les équipes, qui portaient du chiffre, qui avaient de l'expertise et qui sont partis. Donc là, on a aussi eu très peur à la fois qu'il y ait un effet domino, qu'il y ait d'autres personnes qui quittent la société, mais aussi de baisse de satisfaction de clients et aussi de perte de connaissances et d'expertise au sein de la société.
Fin 2025, année compliquée pour nous. Mais si on est là avec vous aujourd'hui, c'est que on a réussi à le faire. 2026, les résultats sont bons, on est devenu rentable, on est EBITDA positif, on a réussi à maintenir notre ARR à 3 millions. Côté CSM, c'était compliqué aussi. On passait d'une équipe avec 5 CDI, 3 alternants, à une équipe qui avait plus qu'un CDI et 5 alternants. Donc un gros bouleversement dans l'équipe aussi. Et pour autant, on a atteint nos objectifs, on a diminué le churn de 2%, on a maintenu notre cross-sell à 30% de notre booking et on a doublé notre vente sur la partie service qui nous a permis de sauver un emploi. Donc 2026, on est vraiment plus fort que jamais, avec une bonne rétention, un vrai lien avec nos clients qui nous reconnaissent même au-delà du secteur du logiciel. Alors là, on a vu la vision plutôt capitaine, mais si on zoome sur l'équipe CS, au sein de l'équipage, c'était quand même loin d'être évident. Les effectifs ont été largement réduits. On a perdu nos top performers, qui plus est, ont été remplacés par des profils juniors. On a aussi perdu le manager, le N+1, le N+2, donc c'est des collègues avec qui on a tissé des liens. Mais c'est également de l'expertise. Donc là, moi personnellement, j'ai perdu quelques repères. On s'est aussi posé beaucoup de questions sur l'image de marque de l'entreprise, parce qu'en tant que CS, c'est quelque chose qu'on entretient beaucoup. Qu'est-ce que vont penser nos clients d'une entreprise qui est en procédure de sauvegarde ? Et puis, on nous a ajouté des comptes en plus, donc on a eu 20% de comptes en plus. Comment ne pas dégrader le suivi de nos clients ? Finalement, notre CEO Jean-Bernard a repris le management de l'équipe CS. Nous, en interne, on s'est demandé, mais est-ce qu'un CEO aura du temps à nous accorder? Est-ce qu'il pourra prendre ce temps que prenait le manager auparavant? Et surtout, est-ce qu'il a la compréhension du métier de CS? Ce qui est assez paradoxal, parce que du coup, côté fondeur, en fait, JB, ça a été le premier CS de la société. Il a vraiment la rétention dans son ADN et il était hyper serein et même super excité de récupérer l'équipe CS. Mais c'est vrai qu'il y avait ce paradoxe de point de vue des deux côtés. Bon, finalement, on a revu, on a simplifié, on a amélioré les process et on a abordé d'une façon différente la rétention. Et c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, mettez vos gilets de sauvetage. Ok, donc comment on a fait ça? Parce qu'on a vu que les résultats étaient quand même là, malgré la crise de 2025. On a un plan qu'on va vous partager en 5 axes et avec 2 convictions fortes tout au long de ce plan-là. La première, c'est que l'avenir du CSM, c'est pas forcément mettre plus de CSM, mais c'est surtout revoir le système. Et la deuxième conviction, c'est que l'IA n'est pas là pour remplacer le CSM. Beaucoup en ont parlé déjà ce matin, c'est assez intéressant. Mais l'IA est plutôt là pour enlever les frictions et faire en sorte que tout le monde excelle et puisse devenir excellent dans son travail au quotidien. Donc premier axe, le premier point, ça a été le diagnostic. Donc là, on a passé beaucoup de temps avec les équipes, à les observer, à leur poser des questions, savoir comment ça se passait. À l'image du Gemba dans le Lean Management, on est vraiment allé sur le terrain, passer du temps avec nos clients et les équipes. Et c'est là qu'on a commencé à observer certains problèmes. Et du coup, je vais vous énoncer certains de ces sujets. Et je vous invite à lever la main si ça vous parle, si vous avez déjà rencontré ces soucis-là. Vous gardez levé le temps que j'énonce tous les problèmes pour voir qui est concerné. La première chose qu'on a constatée, c'est qu'il y avait énormément de silos entre les équipes. On avait des process existants, on avait de la documentation, mais tout était pensé par équipe. Donc parfois, la rétention, que ce soit un CAM ou un CSM, c'est peu ou prou la même chose, mais pour autant, tout était dupliqué. Il y avait certaines tâches qui, des fois, étaient réalisées par 2 équipes différentes, donc on se marchait un peu sur les pieds. Et il y avait des problèmes de passation d'infos de sales à care qui allait faire l'onboarding et à CSM. Je vous invite à lever la main si ça vous parle un peu. Pas mal. Deuxième point, tous les clients étaient suivis à peu près de la même façon, qu'ils aient beaucoup de potentiel ou pas de potentiel. Et du coup, on était surtout en réactif, puisqu'on n'avait pas le temps de construire un vrai plan pour être sur du proactif. Est-ce que ça parle à certains? Ok. Le cross-sell, très important. Donc nous, l'équipe CSM est objectivée à faire de la vente additionnelle chez nous.
Et le cross-sell pesait sur une minorité de l'équipe. Toute l'équipe n'était pas en capacité à l'époque de vendre et de faire des ventes additionnelles, parce que certains sont concernés. Ok. Et le dernier point, c'est qu'on avait un management qui était plutôt de backup opérationnel. Donc il était là vraiment pour aider les équipes. Et il n'a pas assez poussé à faire en sorte que les équipes deviennent autonomes, qu'elles deviennent proactives sur des sujets et qu'elles prennent des projets à bras-le-corps aussi. Est-ce que ça concerne certains? Pas forcément. Ok. Donc intéressant, surtout sur les premiers points, je vois qu'on est plusieurs à être concernés. Et du coup, on va vous expliquer la suite, comment on a pu répondre à tout ça. Et ce qui était appréciable pendant cette période de diagnostic, c'est qu'on n'a pas senti de top-down de la part de notre manager. Il était très à l'écoute, il avait envie aussi qu'on déploie nos ailes. Et moi, j'en ai profité, ça a été une opportunité aussi pour moi, cette réorganisation, de proposer, par exemple, j'ai commencé à rédiger des articles de conseil business, des supports de formation. Donc voilà, j'ai déployé mes ailes. Première chose, je vous l'ai dit, on a identifié pas mal de silos. Donc là, c'était important de repenser la vision de la rétention dans la société. Le fait de repenser ça, en fait, on a créé une seule et même équipe, Customer Facing, donc la One Team Custo Facing, on l'a appelé comme ça. Rien que le fait de faire ça, ça nous a permis de diminuer la charge de 10%, là où on était face à beaucoup de charges. Comment on a fait ça? Sur 4 piliers. Le premier, ça a été de mettre des objectifs communs. Puisque déjà, pour être sûr qu'on soit tous alignés à avancer dans la même direction, il fallait avoir ce tronc commun, ces objectifs qui étaient partagés à toute l'équipe. Deuxième point, ça a été les process unifiés. Donc c'est ce que je vous disais, il y avait de la documentation de rétention qui était un peu éparse, pareil sur la vente. Et au final, on avait des documentations de vente côté CSM, alors que c'est la même chose et qu'un sales doit vendre comme un CSM. Du coup, on a tout harmonisé. On a tout cassé, on a tout refait, on a tout harmonisé, on l'a co-construit ensemble et on a reformé toutes les équipes. On a formé les commerciaux à faire de la rétention. On a formé les CSM à faire de la vente parce que c'est hyper important et on sait qu'une mauvaise vente, ça a un impact énorme sur la rétention derrière. Troisième point, la communication beaucoup plus transparente. On a créé un seul channel Slack typiquement pour communiquer, être sûr que tout le monde ait les mêmes infos au même moment. On a créé des routines hebdo pour des échanges inter-équipes. Et tous les trimestres, on réunit pendant une journée l'équipe entière, Customer Facing, et on fait de l'analyse de KPI, on travaille sur des ateliers transverses, on revoit nos process et on va créer des nouveaux outils. Le dernier point, c'est une réorganisation et réallocation des tâches. On a commencé cette étape-là par faire un tiering de nos clients. Je vous disais, ils étaient tous gérés de la même façon. Première chose qu'on a faite à l'aide de l'IA, c'est de faire des priorisations des clients de 1 à 3. Et typiquement, les tiers 3 sont aujourd'hui gérés par des webinaires qui sont organisés par le CARE ou des automatisations. Là où avant, c'était la charge du CSM. Alors cette réorganisation, elle a apporté un vrai confort et de la motivation pour tout le monde. La vision de la rétention s'est étendue à toute l'équipe Custo Facing et le CSM est devenu un véritable business partner stratégique auprès de ses clients. C'est vrai qu'avant, on pilotait notre activité beaucoup avec le CHS, notamment en mode pompier sur les lots CHS. Certains peut-être connaissent ça. Maintenant, on va plus travailler grâce à la segmentation, donc par tiering. On prend de la hauteur sur notre portefeuille. Et donc, maintenant, je vais accompagner, je vais prendre plus de temps pour mes comptes à forte valeur ajoutée. Et donc, je vais développer mon portefeuille. Et je voulais dire aussi, j'ai pas fini, mais il y a d'autres choses qui ont été mises en place, c'est qu'en fait, nos portefeuilles ont été agrémentés par des comptes plus stratégiques pour l'entreprise, donc des comptes qui étaient auparavant attribués à des CAM. Et donc, ça a été une vraie preuve de confiance aussi de la direction. Et au-delà de nous faire confiance, ils ont aussi mis en place des choses. Par exemple, on fait une synergie avec les SDR, donc il y a des call sessions tous les mercredis sur nos comptes l'OCHS et l'O-Tiering. Donc en fait, on a réparti la charge. Voilà, donc la rétention n'est plus un sujet que de l'équipe CS, mais vraiment de toutes les équipes business. Troisième axe, hyper important, former. En passant du temps avec les équipes, on s'est rendu compte qu'il y avait des besoins en formation.
des besoins qui étaient aussi exprimés par l'équipe. Donc on a mis 3 choses en place. La première, c'est des réunions et des ateliers de co-construction des process qui a lieu tous les trimestres. Comme je vous disais, les process, ils étaient à revoir. Plutôt que de les faire dans notre coin et de dire, voilà, c'est ça les process maintenant, on les a fait ensemble, on les a co-construits, on a réuni les différentes équipes, Sales, CSM, Care, pour co-construire ces process ensemble. Deuxième point, c'est de la formation commerciale. Pareil, on se dit toujours que les équipes, c'est bon, elles savent faire, etc. Mais c'est hyper important de faire de la formation régulière. Donc là, on en fait tous les trimestres. Troisième point, la formation produit mensuelle. On a des produits qui vont très vite, on développe de plus en plus vite, notamment avec l'IA. Hyper important que toutes les équipes custo-facing soient au courant de toutes les nouveautés et de toutes les évolutions de nos produits. Donc ça peut paraître contre-intuitif. Comme on le disait tout à l'heure, on a une journée tous les trimestres qui est bloquée pour la One Team. Contre-intuitif parce que l'équipe elle a eu une montée en charge et du coup, prendre du temps pour former les équipes, c'est du temps en dehors de l'opérationnel. Donc ça peut être difficile, mais pour nous, ça s'est montré très rentable. Je te laisse partager ton point de vue. Alors c'est vrai que quand on a vu les time blockers dans nos agendas, on n'était pas chaud, mais en fait on en avait besoin. On avait un besoin de monter en compétences commerciales. Et donc finalement, ces formations ont été très bénéfiques parce qu'elles nous ont permis de maintenir les 30% d'upsell cross-sell. Merci. Bon, difficile de parler de gagner du temps sans parler d'IA, donc on a quand même quelques sujets IA. On a essayé d'identifier 4 use cases qui ont été les plus impactants pour nous, pour vous les partager. Alors, je vais vous partager mon premier use case. Donc, c'est notre copilote du quotidien chez les CS. Donc, il y a un avant rendez-vous et après rendez-vous. Donc, avant le rendez-vous, on va lui donner des informations brutes. Et alors, on travaille avec Gemini. Donc, on va lui donner des informations brutes et derrière, il va nous sortir un script, des données, des chiffres clés et même les slides. Sur le post-rendez-vous, on est sur un 4 en 1. Donc, il va nous générer à partir du transcript du rendez-vous, il va nous générer le compte-rendu selon nos bullet points, donc le compte-rendu qu'on va copier-coller sur HubSpot, le compte-rendu qui est là destiné au client, et il va également nous ressortir tous les insights. Et enfin, il y a un coach méthode de vente, tout simplement parce que notre manager passait beaucoup de temps à nous coacher sur la partie vente. Donc, il a mis toute cette méthode de vente dans un prompt. Et derrière, ça nous fait des évaluations de 1 à 10 sur différents sujets et des recommandations. Donc le gain de temps, il est énorme au niveau des CS. Avec tout ça, on gagne à peu près 60 minutes par rendez-vous par CS. C'est une vraie montée en puissance commerciale et c'est aussi un gain de temps pour notre manager. Deuxième use case, assez connu mais important d'en parler quand même, on a mis du coup un chatbot IA. On avait un chatbot qui a existé dans notre application, mais c'était l'équipe Care qui en avait la charge. On est venu mettre un agent IA par-dessus qui se base sur le centre d'aide et qui nous a permis d'aller tacler jusqu'à 70% des chats qui étaient créés par nos utilisateurs. Troisième point qui vient nourrir le second, la création de documentation. On sait que c'est pas très fun de créer de la documentation, qu'il n'y a pas grand monde qui veut le faire. On a trouvé la méthode pour faire ça, en fait, à partir d'un loom, d'une vidéo explicative très courte. On a tout un système et l'IA vient nous générer de la documentation qui est optimisée à la fois pour les utilisateurs, mais aussi pour être digérée par l'agent IA. Donc avant, la documentation elle était principalement créée par les équipes Care, les équipes produits. Aujourd'hui, c'est tellement simple grâce à ça que c'est devenu le sujet de tout le monde et tout le monde dans la société vient alimenter ce centre d'aide. Et enfin, le dernier point, le Territory Plan, qui nous semblait vertigineux avec le nombre de comptes qu'on avait, parce qu'il faut analyser chacun de nos comptes. En fait, nous, on pilotait beaucoup avec les renews sur le quarter, sur HubSpot, et on avait besoin de prendre de la hauteur pour justement piloter la rétention, l'upsell, cross-sell, et donc avoir une vision annuelle. Donc Jean-Bernard nous a demandé, notre manager nous a demandé de faire notre Territory Plan. Donc on a, grâce à l'IA, gagné beaucoup de temps en début d'année, donc on a utilisé notamment Claude. On lui a donné nos objectifs au quarter et les objectifs annuels, et on lui a donné des informations anonymisées de nos clients.
Donc le chiffre d'affaires, le nombre de salariés, les produits, la date du renew, le CHS. On a aussi donné le tiering. Si vous n'avez pas, vous, segmenté par tiering, vous pouvez également lui demander de vous rajouter une colonne avec le tiering selon vos différentes métriques. Et derrière, ça nous a généré un plan d'action trimestriel et annuel qui a permis à l'équipe de tripler son montant d'upsell cross-sell. Voilà, sachant qu'on était dans un contexte de réduction des coûts, vous l'aurez compris, donc on a fait tout ça sans outils, on l'a fait directement avec les LLM et du custom. Évidemment, si vous pouvez vous permettre d'avoir ces outils, je vous le souhaite, mais c'est aussi possible avec peu de moyens. Est-ce que parmi tous ces use cases, il y a des choses que vous pensez mettre en place dès demain? Bon, je vous ai embarqué. Super. Ok, trois key learning quand même sur la mise en place de ces projets IA pour que vous puissiez en mettre vous aussi dans votre organisation. La première chose, c'est l'engagement. On a fait un choix qui a été assez fort, dû à la réduction aussi d'effectifs, mais c'est de ne pas en faire qu'un sujet géré par les ops. Ça a beaucoup été évoqué aussi ce matin dans certains ateliers. On a vraiment mis les outils à disposition de tous les collaborateurs et tout le monde a été force de proposition. On a fait ça évidemment par les ateliers, comme je vous disais, de co-construction, et tout le monde a été force de proposition pour les mettre en place. Je partage quand même 3 points d'attention en faisant ça. La première, c'est qu'il faut quand même poser un cadre et des méthodes pour faire ça, ne serait-ce que pour la confidentialité des données. C'est important de former tout le monde à ça. Le deuxième point, c'est de faire attention qu'il n'y ait pas tout le monde qui se fasse son petit outil et qu'au final, tout le monde ait son process et son outil. Donc c'est important, nous, c'est l'atelier qui a fait le catalyseur de tout ça. Tous les trimestres, on voyait les outils un peu de tout le monde. On gardait le meilleur de chacun et on en faisait un seul et même outil. Et le troisième point, c'est attention à la priorisation aussi, parce que tout le monde a son idée de génie, tout le monde veut partir sur son projet, et toutes les initiatives ne montrent pas forcément du ROI. Et là, on a plutôt sollicité les managers pour filtrer un peu et aider les équipes à prioriser certains de leurs chantiers. Le deuxième enseignement, c'est l'organisation. Au début, c'est difficile pour les équipes qui ne sont pas forcément très à l'aise avec l'outil d'aller faire les premiers pas sur l'IA. Donc on a fait là aussi en groupe, on a invité tous les développeurs de la société à bosser avec les équipes terrain pour fabriquer des premiers outils, une sorte de hackathon. Ça a permis aux techs de mieux se rendre compte de la réalité du terrain, de leur quotidien, des outils que les équipes avaient. Et ça a permis aux techs aussi de partager les bonnes pratiques autour de l'utilisation des IA et comment faire des premiers outils. Et le troisième point, c'est de prioriser, surtout si vous commencez. Ça peut faire peur au début de se lancer sur des projets IA comme ça qui peuvent bouleverser votre façon de travailler au quotidien. Je vous recommande de commencer petit, avec fort impact. Comme ça, vous allez pouvoir embarquer les équipes, voir que ce n'est pas si sorcier, que ça se fait assez facilement. Et du coup, en ayant de l'impact et une forte adoption, vous pourrez aller chercher après des projets de plus en plus conséquents. Cinquième et dernier axe de notre plan, la jointure et vraiment la communication entre CSM et produits. En échangeant avec pas mal de pairs, je me rends compte que c'est existant dans beaucoup de sociétés. En grossissant notamment, les équipes produits ont tendance à s'éloigner un peu du terrain. Le produit a toujours une vision, essaye d'avoir une vision long terme d'où veut aller le produit et qui va prendre plusieurs années. Là où les CSM sont dans les problématiques du quotidien, vous avez des clients au quotidien qui ont des soucis, c'est plutôt ça qui va vous impacter. Et des fois, cette vision, elle peut séparer un peu les deux équipes. Donc on a travaillé pour réunifier tout ça. La première chose, Virginie en a parlé, le CEO a récupéré les deux équipes. Comme ça, on était sûr que la vision soit la même, partagée par l'équipe produit et les équipes business et rétention. Et le deuxième, ça a été de créer des meetings pour faire des échanges entre les équipes business et les équipes produits. Donc on a 2 produits qui sont prioritaires dans notre stratégie. On a créé tous les 15 jours un meeting avec un responsable CS de ce produit-là, un leader sur le produit, qui va parler au nom de toute l'équipe et qui va pouvoir échanger avec l'équipe produit et faire des feedbacks qui sont du quotidien justement pour voir s'il y a besoin de retravailler la roadmap, etc. Alors justement, ces formations produits sont l'opportunité pour nous, CS, de faire remonter la voix du client. Donc comme je vous le disais précédemment, on récupère dans les transcripts de tous nos rendez-vous les insights qu'on ressort lors de ces réunions qu'on a toutes les semaines.
On a aussi, au niveau des webinars, on faisait des webinars qui étaient plutôt descendants. Maintenant, on est plus sur des webinars interactifs avec du call to action pour aller collecter du lead, des formulaires pour collecter de l'insight. Et bon, il y a eu des réductions de budget, d'effectifs et de budget. Mais par contre, on a priorisé les événements, les temps forts. Donc, on organise 2 temps forts dans l'année avec nos comptes clés. Ce sont des moments où ils peuvent partager leurs bonnes pratiques, échanger entre eux et co-construire la roadmap. Et ça nous a permis d'ailleurs d'identifier certains nouveaux produits auxquels on n'avait pas forcément pensé. Le fait de le travailler autour d'une table avec tous nos clients dans la même pièce, ou du moins une partie de nos clients. Et là, on est en train de créer un agent IA justement qui vient on top d'un de nos produits et qui va nous permettre de doubler le revenu de ce produit existant. Donc c'est vraiment une méthode qui fonctionne et qui en tout cas a énormément fonctionné pour nous. Donc je vous la recommande. Pour finir, on voulait du coup... conclure, partager ce message d'espoir à toutes celles et ceux qui sont dans la tempête. On sait que c'est pas facile, mais voilà, on peut se réinventer, ça force à se réinventer, à vivre une nouvelle ère. Et on est convaincu que le CSM de demain, c'est pas celui qui va répondre aux questions, mais c'est plutôt celui qui va se poser les bonnes questions. J'espère que vous avez apprécié la croisière et je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci à tous les deux, on a fait le voyage avec vous. Partez pas, il y a des questions. Ah oui. La première question qu'on a, déjà merci pour tout ce partage et puis cette transparence, parce que c'est pas forcément évident de dire hey, on n'était pas bien et voilà comment on a fait, donc bravo. Première question qu'on avait, c'était sur la perception des changements. Alors tu en as parlé un petit peu sur la perception de comment c'est arrivé au début, les premières choses que tu as pensé, notamment côté CS, de qu'est-ce qui se passe, etc. Est-ce que le CEO sera à la hauteur, etc. La question est de savoir comment ces changements, donc là on se passe un petit peu plus loin dans le temps, comment tout ça a été perçu par les équipes sur le terrain. Il y a eu l'annonce, il y a eu on va faire des changements. Et après, une fois que tout ça, tout ce que vous nous avez décrit a été mis en place, comment ça a été perçu sur le terrain et quels ont été aussi les plus gros freins qui ont été remontés? C'est très large. Alors, moi, je peux parler en termes d'équipe CS. On était conscient que notre petit monde allait être bouleversé. Et comme je le disais tout à l'heure, on a senti aussi que ça pouvait être une opportunité pour nous d'aller chercher d'autres sujets, donc d'accompagner des grands comptes, de créer du contenu, de faire des propositions, parce qu'il n'y avait plus ces silos. Donc, on l'a perçu comme une opportunité. Et après, j'ai envie de dire, c'est une question aussi de profil que vous avez dans vos CS. Si vous avez des CS qui sont plutôt moteurs, qui ont envie aussi d'avancer, de co-construire, voilà, ça s'y est bien prêté. Vas-y, je t'en prie, tu avais quelque chose. Ouais, sur les freins qu'il peut y avoir sur une situation effectivement comme ça, je pense que l'enjeu plutôt, il est sur la communication. Quand il y a une société qui est en difficulté financière, le cacher jusqu'au dernier moment et que tout explose, je ne pense pas que ça soit la bonne solution. Donc nous, on a tout de suite beaucoup surcommuniqué auprès des équipes, expliqué avec transparence les résultats, qu'est-ce qui allait pas, et les choix qui allaient devoir être faits, qui étaient des choix très forts. Donc en fait, l'équipe n'a pas été surprise quand les choix sont arrivés. Ils ont été difficiles pour tout le monde, mais ils n'ont pas été surpris de ce qui se passait, en tout cas quand on a dû réduire les effectifs. Tout le monde l'a compris. Ensuite, les freins, le choc est quand même fort. On est en train de se dire, on réduit les effectifs par 2, l'équipe CS, on va gérer autant de clients, mais on sera 2 fois moins. Donc le choc est quand même fort. Et c'est là où le message, c'est vraiment, il faut se réinventer. Il ne faut pas essayer de faire mieux, il ne faut pas essayer de compenser et doubler vos heures, c'est juste impossible, tout le monde va se cramer, ce n'est pas le but. On a vraiment pris le temps de se réinventer, de dire, ok, on ne peut plus fonctionner de la même façon, il faut qu'on se réinvente. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui? D'où la phase de diagnostic, c'est OK, qu'est-ce qui fonctionne et ça on le garde, qu'est-ce qui ne fonctionne pas et qu'on doit revoir totalement. Et après la répartition aussi des tâches et de la réorganisation, on s'est rendu compte que certains services avaient un peu plus de bande passante que d'autres peut-être, que leur impact sur le résultat global, parce que là on était en mode... il faut sauver la boîte, donc c'est vraiment qu'est-ce qui sert le plus la boîte. C'est là où certaines équipes ont vu des tâches allouées, par exemple les SDR qui font de la prospection, ils ont pu gérer et aider sur la rétention. Donc on a été vraiment tous soudés, et je pense que la clé c'est ça, c'est la bienveillance et la solidarité dont on a fait preuve
pour qu'on était tous dans le même bateau, pour rester dans la métaphore, et aller dans la même direction et pouvoir réussir. Et côté, très rapidement, parce qu'il y a 2 autres questions derrière, mais juste par curiosité, côté client, est-ce qu'ils ont perçu des changements? Est-ce qu'ils ont été impactés? Est-ce qu'ils vous ont remonté des points? Ou c'est totalement transparent pour le client, il n'y a pas eu de changement? Je peux répondre, bien sûr, qui nous ont posé des questions. Après, c'est vrai que la culture chez Eldo, c'est qu'on est quand même assez proche de nos clients. C'est une entreprise qui, au début, allait à la rencontre de ses clients. Donc, il y a quand même beaucoup de clients qu'on connaît. Et finalement, je me souviens, on commençait les rendez-vous. Ils nous disaient, mais vous êtes en plan de sauvegarde, tout va bien. C'était plutôt, ils s'inquiétaient un peu pour nous, mais c'était pas, on va vous lâcher, quoi. Donc, oui, bien sûr, le sujet venait rapidement sur la table. C'était à nous aussi de les rassurer en leur disant que ce plan de sauvegarde, c'était finalement une opportunité pour nous de s'en sortir et donc qui devait continuer de nous faire confiance. Ça a été beaucoup plus complexe sur la partie industrielle. Donc c'est vrai que sur la partie pro et CSM, c'est des boîtes de plus petite taille, donc tout le monde ne l'a pas vu, etc. Les industriels, ils ont tous des outils, vous doutez bien, des boîtes comme Somfy, des alertes, attention, pour les paiements. Et même sur les nouveaux clients qu'on allait signer, en fait, ils avaient peur de s'engager sur du long terme, sur du 2-3 ans, alors qu'on était en pleine procédure de sauvegarde. Ouais. Donc on a été transparent avec eux aussi, on leur a expliqué qu'est-ce qui n'allait pas, pourquoi la société était endettée, c'était beaucoup de dettes bancaires, et que justement le plan était là pour les lisser sur 10 ans et continuer de prospérer. Donc il a fallu beaucoup communiquer, les rassurer. On a adapté aussi notre business model. Là où on était beaucoup sur des engagements à 12-24 mois, on a pu proposer des engagements au semestre ou du sans-engagement avec du paiement mensuel pour éviter d'avoir ce côté je m'engage sur 12 mois, je paye tout upfront et la boîte, il faut, elle est plus là dans 3 mois. Donc on s'est vraiment toujours adapté aussi aux clients. Ok. 2 dernières questions très rapidement, surtout la première, parce que je pense que vous pourriez en parler des heures, mais on va essayer d'aller à l'essentiel. Et puis la personne qui a posé la question pourra venir peut-être développer un peu ça avec vous, qui était sur le territory plan. Est-ce que vous pouvez juste rapidement expliquer ce qu'il y a dedans, quels sont les outcomes, etc. Et je pense qu'après, il y aura sûrement une discussion en one-one pour les personnes concernées. Alors c'est un outil de pilotage qui va en fait vous permettre de ressortir un bilan de votre portefeuille. Donc moi j'ai un bilan au trimestre et annuel sur quelles sont mes priorités en termes d'upsell, cross-sell et en termes de renew. Et ça me fait des recommandations. Donc c'est un plan d'action complet en fait qui me permet de prendre de la hauteur et d'avoir une vision sur l'année de comment je peux anticiper mes actions. Voilà. Donc ça prend un temps monstre à faire et là c'est sûr que ça a été un gain de temps et rapidement on a pu être opérationnel et utiliser cet outil qu'on utilise encore aujourd'hui. Alors il y a des mises à jour à faire parce qu'on nous rajoute des comptes, on nous en enlève, etc. Mais c'est vraiment un outil de pilotage très performant et qui permet de prendre de la hauteur sur son portefeuille et de ne pas avancer qu'avec les renews sur le quarter. Ok, très bien. Et dernière question qui a été posée, c'est en fait, c'est quoi le quick win? Une seule chose, vous avez partagé pas mal de choses dans votre plan. S'il y a une chose à retenir que quelqu'un qui peut-être est dans une situation similaire ou peut-être juste avant que ce soit compliqué peut faire dans tout ce que vous avez partagé, le quick win, le truc à garder en tête et à faire immédiatement, le plus vite possible. Ah, c'est pas facile. Je pense le super assistant que tu as présenté, Virginie, il est là au quotidien, prépare les rendez-vous, pendant le rendez-vous, après le rendez-vous. Il fait du coaching des équipes. Nous, on a vu une montée en puissance avec tout ce qu'on a mis de toutes les équipes. Et un gain de temps, 1 heure par rendez-vous. Quand on fait 4-5 rendez-vous par jour, c'est un gain de temps qui est assez colossal. Il y a eu un avant, un après. Ouais. Eh ben, très bien. Et puis ça me va bien de terminer par ça parce que ça fait une transition pour la session d'après. Donc merci beaucoup. Merci à vous deux d'être venus.